Votre expérience et votre bon sens vous ont beaucoup appris sur la famille. Je voudrais vous aider à synthétiser votre pensée en vous proposant un argumentaire privilégiant une approche économique. Cela revient à se demander dans quelle mesure la famille contribue au développement. Cette formulation a l'avantage de souligner l'actualité d'une réflexion qui touche au développement durable. La richesse est en général mesurée par la production, ce qui renvoie à la question de l'évaluation de cette dernière. Pour cela, il faut distinguer selon que ce dont on cherche à mesurer la valeur fait l'objet d'un échange sur un marché ou pas. Dans le premier cas, le prix fixé sert de référence, on parle de production marchande. Dans le second, il faut calculer un prix implicite pour mesurer les activités non marchandes. Notons que la définition de la production a évolué au cours du temps. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'il n'en sera pas de même dans l'avenir. Une constante demeure cependant. Le souci de répondre aux besoins des individus, de créer des utilités, comme disent les économistes, est central. Certes, ce qui est considéré comme apte à le faire est très variable, mais ce souci est récurrent. La question générale de l'évaluation de la production domestique se pose alors. Nous désignons ainsi toutes les activités qui se déroulent au sein de la famille. Étant le fait d'individus considérés comme de purs consommateurs, ces activités ne sont pas aujourd'hui, à deux exceptions près, comptabilisées dans le calcul du produit intérieur brut. Elles sont donc traitées comme si elles ne répondaient pas à des besoins, comme si elles ne créaient aucune utilité. Cela est-il fondé, raisonnable? Cette impasse dans l'évaluation de la richesse permet-elle de mener une bonne politique? S'agissant de la famille, nous sommes confrontés à l'alternative suivante. Doit-elle être exclusivement considérée comme un lieu de consommation ou devons-nous considérer qu'elle contribue à la satisfaction des besoins? La première réponse est celle retenue aujourd'hui par les économistes. Si nous voulons donner du sens à la seconde, nous devons reconnaître la contribution en tant que telle. Pour cela, interrogeons-nous pour savoir si ceux qui décident de mettre au monde des enfants et de les élever rendent un service, non seulement aux premiers intéressés, que sont ces enfants, mais aussi à d'autres membres de la collectivité que nous désignerons par la société. Une externalité positive en quelque sorte. Les externalités ont été, depuis longtemps, prises en compte par l'analyse économique et leur traitement a donné lieu à diverses modalités. Sans entrer dans le détail, il suffit de mentionner deux pistes. La première, la plus classique, consiste à recourir à la fiscalité pour encourager les auteurs des externalités positives à les développer ou faire supporter les inconvénients des externalités négatives à leurs auteurs. La seconde, plus récente et sans doute plus stimulante, consiste à s'appliquer à définir plus précisément les droits de propriété afin de les attribuer de façon plus juste et plus efficace. La question de la place de la famille dans la société est ainsi posée. De nombreux services sont rendus par la famille, ou plus exactement par les parents. Ils sont diversifiés et peuvent être classés en quelques rubriques générales. La première est ce par quoi tout commence, la production d'hommes. Chaque petit homme tire son existence de celle d'un homme et d'une femme. Or, cette production est nécessaire au développement, comme le montrent les théories les plus récentes de la croissance économique. Mais il ne suffit pas de produire des hommes. La théorie économique nous pousse à aller plus loin en mettant l'accent sur le capital humain. La formation du capital humain est une condition de la croissance probablement encore plus importante. Faut-il rappeler que nous sommes tous, depuis le premier jour jusqu'au dernier, des consommateurs? En revanche, nous ne sommes producteurs que pendant une partie de notre vie. Le passage du statut de consommateur à celui de producteur nécessite l'acquisition de qualités techniques, intellectuelles et morales. Le rôle des parents, sans être exclusif, est essentiel pour cela. Enfin, pouvons-nous ignorer l'environnement de l'entreprise? Le climat social n'est-il pas devenu un facteur déterminant du développement? Un troisième service doit alors être considéré, la nécessaire cohésion sociale. La famille est une petite société, avons-nous coutume d'entendre. C'est en son sein que l'apprentissage du vivre ensemble commence, en effet. Certes, tout ne se passe pas toujours bien,
Mais les échecs sont aussi des occasions d'apprentissage, et la famille n'est pas un ghetto. Pour fonder une nouvelle famille, il faut commencer par quitter sa propre famille. Quels enseignements tirer de tout cela? L'énumération de tous ces services rendus justifie d'évaluer la production domestique, ce qui permet de fonder de nombreuses réformes. La solution, consistant à ignorer la production domestique lorsqu'il s'agit d'apprécier le bien-être, est évidemment la pire. Pourquoi ne pas appliquer à la production parentale le fameux principe de précaution si souvent évoqué par ailleurs? C'est en mettant au cœur de notre réflexion cette production qu'il sera par exemple possible de justifier économiquement le règlement des retraites, dont le fondement économique est l'investissement dans une génération suivante, ou de renouveler profondément les pratiques en s'attachant à définir une fiscalité pro-familiale. Ces quelques évocations ne constituent pas un programme d'action proposé clé en main. Leur seul objet est de montrer que des possibilités d'action concrètes existent. Mais la politique est d'abord affaire de volonté. Si le scientifique peut indiquer des chemins, il ne peut en aucun cas se substituer à cette volonté. En revanche, l'expert peut contribuer à raffermir les principes de l'action. Tant mieux si les résultats de son analyse vont dans le sens d'un plus grand respect de l'humain. Foi et raison sont indissociables.